Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, nouvelle séance de questions où je vais répondre aux questions qui me sont posées par l'IA, par ChatGPT. Et le thème d'aujourd'hui, ce sera les estimations agiles. Alors, les estimations, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'essayer de deviner, entre guillemets, avant de réaliser une tâche, une user story, une feature, le fait d'essayer de deviner la charge de travail d'une tâche, d'une user story, d'une feature. Donc, la charge de travail, c'est le temps. Ça peut être estimé en jours hommes, en heures, mais en agilité, on estime aussi souvent en story point. Donc voilà, alors c'est un sujet assez technique qui peut être très riche. Moi, j'aime bien ce sujet technique, mais ça peut être assez compliqué. Donc, on va poser 4 questions. En fait, l'IA va me poser 4 questions. Toutes les vidéos sont chapitrées, donc vous pouvez aller dans la description de cette vidéo, regarder la liste des questions et regarder uniquement la question qui vous intéresse. Donc, je vais poser la première question. Je reprends toujours le même prompt. Donc, on a fait des tas de vidéos sur des tas de sujets. Hein. Vous pouvez aller voir la playlist. Je ne vais pas vous dire tous les sujets, vous envoyer quelques-uns, mais c'est facile à retrouver avec la playlist. Et donc aujourd'hui, je reprends le même prompt et j'écris « Maintenant on continue, mais pose-moi uniquement des questions sur le thème des estimations agiles. Fais attention à me poser les questions une par une et attends que je te dise quand poser la question suivante. » Donc, on commence. Donc oui, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui peut être technique, compliqué. J'espère que les questions ne seront pas trop compliquées. Première question. Estimation agile. Selon toi, à quoi servent réellement les estimations agiles et dans quel cas deviennent-elles contre-productives? Alors, à quoi servent les estimations agiles? J'ai envie de dire à quoi servent les estimations. Elles servent à la même chose que n'importe quelle estimation, c'est-à-dire prédire, prévoir. Et c'est une question simple et naïve, mais qui est beaucoup plus riche que ce qu'on peut imaginer. Pourquoi prédire, pourquoi prévoir? Dans n'importe quel projet, on essaye de prédire et de prévoir comment les choses vont se passer. Alors déjà, ça tient au mode de fonctionnement de notre société, du fait que quand on fait quelque chose à titre professionnel, on va avoir un paiement. Et donc, il faut prévoir le coût qu'on va demander de payer au client. Donc, la version philosophique de tout ça, c'est que estimer, c'est quasiment indispensable. Parce que, alors si on vend le logiciel, hein, c'est estimer le coût, fondamentalement, c'est indispensable pour savoir quel prix on va demander au client. Mais ça, c'est une réponse un peu simpliste. Parce qu'il y a quand même des situations où c'est pas forcément vendu des clients, même si on peut tout ramener à un coût d'une certaine manière, si on voit tout par le prisme de l'argent, et c'est vrai que la société fonctionne comme ça. Mais même s'il n'y avait pas cet aspect de coût, dans n'importe quel projet, on aime bien essayer de prévoir. Par exemple, si on fait un voyage, on va pas se dire je pars en voiture puis je sais même pas quand j'arriverai. On va essayer de calculer, d'estimer le temps qu'on va prendre en voiture ou que sais-je. Donc ça, c'est fondamentalement humain de vouloir prévoir les choses. Bon, je vais pas développer plus parce que sinon ça prendrait trop de temps et en plus je suis pas préparé. Mais donc à quoi servent les estimations? Déjà, ça va être à deviner, comme j'ai dit dans mon introduction, la charge de travail, le temps que ça va prendre ou le nombre de jours hommes, mais en réalité, c'est le coût qu'on essaye de deviner. Sachant que le coût, c'est toujours du temps de travail d'être humain. Ça représente toujours un nombre de jours hommes travaillés, finalement, in fine. Ensuite, dans quel cas les estimations deviennent-elles contre-productives? Alors, dans le cadre des estimations agiles, alors une estimation peut être contre-productive si c'est une estimation fausse, alors que ce soit agile ou pas. Donc si on se trompe dans les estimations, ça peut nous amener à faire des erreurs. Donc on promet des parties prenantes à des clients quelque chose et puis ça arrive en retard, ou même si ça arrive en avance, si on estime quelque chose et que finalement c'est plus simple que ce qu'on avait imaginé, ça peut vouloir dire par exemple qu'on aurait vendu un produit, une feature trop cher par rapport à son coût réel et donc le client peut-être va préférer la concurrence. Donc les estimations c'est quand même assez important, mais ça peut être contre-productif si les estimations sont fausses. Voilà, tout simplement, donc faut pas se tromper. Et quelque chose qui est particulier à l'agilité, c'est que, comme je l'ai dit en introduction, il y a les estimations agiles qui sont faites souvent en story point.
Et en fait, le problème du story point, c'est que c'est souvent mal compris. D'ailleurs, on fera une série de vidéos complètes sur le story point sur la chaîne. Ça va prendre beaucoup de temps, j'ai tout un plan et ça ne sera pas cette année, je pense que ça sera peut-être en 2027 parce que j'ai déjà trop de sujets. Mais c'est assez technique, c'est souvent mal compris et du coup, mais c'est un outil très puissant. Le story point permet d'estimer de manière très précise en éliminant énormément de biais. Je l'expliquerai quand on fera la série de vidéos. Donc quand c'est bien utilisé, c'est formidable, c'est extraordinaire. Quand c'est mal utilisé, c'est inutile et ça nous conduit à faire des estimations fausses. Et ça prend du temps et c'est coûteux. Dans ce cas, c'est contre-productif. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette question. Si vous voulez des précisions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Question suivante. Alors, j'ai écrit question 2, j'aurais dû écrire question suivante. Bon. Comment expliques-tu à des parties prenantes que l'estimation n'est pas un engagement ferme, mais une aide à la prise de décision? Alors, ça c'est vrai. Donc, ça dépend dans quel contexte on fait les estimations. Si on fait des estimations dans un contexte de projet classique, en cycle en V, projet au forfait, les estimations peuvent très bien être un engagement ferme. Donc dans ce cas, il y a un risque. Mais de par la difficulté à estimer, à planifier les projets complexes, on a inventé les méthodes agiles. Bon, alors je simplifie, c'est hyper caricatural ce que je dis, mais bon. Les méthodes agiles répondent aux besoins qui répondent à l'impossibilité de planifier et d'estimer dans les détails des projets complexes. Et comment elles répondent à ce besoin? C'est avec le principe itératif. C'est-à-dire qu'on va faire des petites itérations courtes, qu'on appelle des sprints, par exemple 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et en fait, à chacune de ces petites itérations, il va y avoir au début un nouveau sprint planning qui va nous permettre de remettre en question ce qu'on avait prévu avant, de se reposer des questions et de s'adapter à des erreurs qu'on aurait pu commettre, à des changements de besoins, à tout un tas de choses. Et donc dans ce cas-là, une estimation, c'est pas forcément un engagement ferme, ou du moins, je pense que ça peut être vu quand même comme un engagement, mais pas ferme. Parce que de toute façon, il faut s'engager un minimum. Si on dit rien n'a d'importance, rien n'est ferme, etc., ça sert à rien de faire des estimations. Donc c'est forcément un engagement, mais je dirais plutôt c'est pas forcément un engagement contractuel. C'est-à-dire que si on ne tient pas l'engagement, eh bien, on va se poser des questions, pourquoi on l'a pas tenu, etc. Mais les choses seront réinitialisées au sprint suivant. Donc cette question, elle est un peu délicate. Moi, je trouve que c'est pas une si bonne question que ça parce que finalement, toute estimation, c'est une certaine forme d'engagement qui peut être plus ou moins ferme. Mais quand l'engagement n'est pas tenu, même s'il n'y a pas de sanctions financières ou que sais-je, même quand il n'y a pas de sanctions, il faut quand même se poser la question pourquoi on a mal estimé. Et donc, par exemple, c'est le but de la rétrospective, de débriefer de tout ça et donner une explication. Donc voilà, mais ce qu'il faut expliquer aux parties prenantes, c'est que si on fait une erreur sur un sprint ou 2 sprints, ça dépend du projet, c'est pas très grave. Du moment qu'on se pose les bonnes questions, qu'on essaie de corriger les choses et de s'améliorer pour les sprints suivants. Allez, question suivante. Que fais-tu lorsqu'une équipe refuse d'estimer, estimant que cela n'apporte aucune valeur? Alors, quand une équipe refuse d'estimer. Est-ce que ça m'est déjà arrivé qu'une équipe refuse d'estimer? Souvent, les équipes peuvent critiquer les estimations ou le mode d'estimation, mais refuser, je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé. Parce qu'en fait, pourquoi on fait des estimations? C'est pour que l'équipe puisse savoir ce qu'elle sera en mesure de faire dans un sprint, pour savoir combien d'US on va prendre dans un sprint. Donc en fait, normalement c'est au service de l'équipe, les estimations. C'est au service de la planification de l'équipe en tout cas. Bon, ça peut être aussi au service des parties prenantes pour savoir quand les choses vont arriver, etc. Mais l'équipe bénéficie des estimations. C'est l'équipe qui le fait et c'est aussi elle qui en bénéficie parce que ça l'aide à planifier les travaux. Après, on peut planifier. Alors, donc, disons que la question, elle est subtile parce que des fois, on ne fait pas d'estimation en story point, ou même on ne fait pas d'estimation en jour homme du tout. On fait pas d'estimation formelle, mais en réalité, il y a toujours une estimation.
Je m'explique. Par exemple, alors ça arrive sur des projets, par exemple, il y a le mouvement du no estimate aussi qui dit qu'il ne faut pas estimer. Bon, mais ça m'est déjà arrivé des équipes où on n'a pas d'estimation, des user stories, etc. Mais au sprint planning, on regarde ce qu'on embarque. Donc là, ce qu'on embarque dans le sprint planning, ça va être guidé par les priorités définies par le PO, etc. Mais on va pas embarquer un nombre aléatoire de user story. Donc je demande dans ce cas-là à l'équipe, de manière informelle, ce qu'on s'engage à faire. Donc cette liste de user story, ces 10 user story qu'on a pris, est-ce que vous pensez que c'est réalisable dans le sprint, dans les 2 semaines, au feeling ? Même si on n'écrit aucune estimation à aucun moment, l'idée c'est que les gens, de par leur expérience du projet, ils ont lu les user stories, ils voient à peu près ce qu'il faut faire, etc. Ils doivent se dire, ok, oui ou non, on pense qu'on va y arriver. Donc c'est en réalité une estimation, mais très informelle, parce que c'est dans le cerveau des équipiers. L'équipe va se dire au feeling, au jugé. Alors ça peut tomber juste ou pas, parce que c'est moins précis, mais ça peut, si une équipe est expérimentée, connaît très bien son produit, on peut très bien faire comme ça. Donc il y a quand même une estimation, mais complètement informelle, où il n'y a aucun chiffre qui est écrit, mais où on se demande si on pense qu'on va y arriver. Voilà. Donc si on ne fait pas ça, si on ne se pose jamais cette question, ça veut dire qu'on vit au fil de l'eau et qu'on fait les choses les unes à la suite des autres. Alors c'est possible, je pense même il y en a qui veulent fonctionner comme ça ou qui le préconisent, mais en réalité, je pense que dans la plupart des projets, on a besoin de donner de la visibilité à tout un tas de parties prenantes. Donc faire comme ça, dire on développe les choses au fil de l'eau, puis on verra bien quand ça arrivera, c'est un mode de fonctionnement un peu bizarre qui n'est pas forcément conforme aux organisations modernes. On veut tout planifier, on veut connaître les choses à l'avance. Et dans ce cas-là, on est incapable de donner un coup, on est incapable de s'organiser. Donc en réalité, j'ai jamais vu des équipes ne faire aucune estimation, ni même informelle. On essaye toujours de se demander si ce qu'on a prévu, on va arriver à le faire dans un certain temps. Donc c'est une estimation, même si on n'a pas estimé chaque user story individuellement. Et des gens qui développent comme ça au fil de l'eau sans trop se poser de questions de quand ça arrivera, etc., ça, je ne l'ai jamais vu. Voilà. Donc je ne sais pas si j'avais une équipe qui refuse d'estimer par principe. J'ai du mal à l'imaginer, donc je sais pas trop comment je réagirais, mais je pense que c'est un problème qui dépasse le simple problème d'une équipe. C'est un problème lié à l'entreprise, etc. Si on refuse d'estimer, c'est un problème pour les gens qui veulent, qui financent le projet. Et après, alors ce qui est très fréquent quand même, c'est que les gens critiquent le mode d'estimation. Par exemple, refusent le story point. Ça, c'est beaucoup plus fréquent. Alors c'est vrai que là ça fait déjà 14 minutes, mais c'est la question 3. Donc pour les gens alors c'est fréquent que dans les entreprises, quand on fait de l'agilité, il y ait le story point qui soit une méthode d'estimation, qui soit mise en avant, qui soit proposée, même poussée ou imposée aux équipes. Et même souvent ça vient des Scrum Masters eux-mêmes ou des coachs agiles eux-mêmes qui veulent faire du story point et qui en font un totem. Moi, personnellement, je n'en fais pas un totem, je ne l'impose pas. Ça dépend bien sûr, je le propose parfois, des équipes quand je pense que ça peut être pertinent. Mais donc si une équipe refuse le story point et veut estimer en jour homme, moi ça me pose aucun problème du moment que l'équipe fait des bonnes estimations, que ça permet de planifier correctement. Parce que même si je trouve que le story point c'est un outil formidable, extrêmement puissant, ce n'est pas le seul outil d'estimation. Et une équipe expérimentée qui connaît bien son produit, où les gens se connaissent bien, etc. Et c'est quand même assez fréquent que les gens soient capables d'estimer en jour homme, même si ça pose certains problèmes. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat ici, mais c'est tout à fait possible que estimer en jour homme soit tout à fait efficace. C'est même fréquent chez les gens expérimentés, chez les équipes expérimentées où le produit est connu, etc. Donc, si les gens refusent d'estimer en story point, ça ne pose pas de problème. Alors parfois, c'est quand même l'organisation, l'entreprise qui impose le story point contre l'avis des équipes. Donc là, on est obligé d'accompagner les équipes. Donc il y a plein de solutions, il y a des petites astuces pour faire que les choses soient au plus simples. Voilà. Mais je rentre pas plus dans les détails parce que sinon ça prendrait trop de temps. En fait, pour vous expliquer, il faudrait que je donne la définition précise du story point et il faut au moins 1 heure.
pour faire les choses très correctement, voilà, pour entrer vraiment dans le détail. Question suivante. Après, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ça me motivera à faire des vidéos là-dessus, à planifier ça avant par rapport à mon programme. Alors, comment réagis-tu lorsque les estimations sont utilisées pour comparer les performances entre équipes ou mettre la pression individuelle? Alors, ça, c'est une bonne question parce que c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent. Je l'ai quand même vu plein de fois. Donc dans l'agilité, on calcule souvent, on mesure plutôt souvent la vélocité des équipes. Qu'est-ce que c'est la vélocité? Bon, si je simplifie, c'est le nombre de story points qu'une équipe est capable de réaliser par sprint. Et avoir ce nombre, on se base sur les sprints précédents, on observe combien de story points ont été réalisés dans les sprints précédents. Et du coup, donc la vélocité, c'est une quantité moi j'appelle ça une quantité de marchandises, une quantité alors pas de user story, parce qu'il peut y avoir des grosses user stories, des petites user stories, donc le story point c'est un peu comme une unité de mesure de la user story, c'est un peu comme un kilo, des kilos de marchandises, des kilos de user story. Combien l'équipe est capable de produire de code, entre guillemets, ou de fonctionnalités plutôt, de kilos de fonctionnalités par sprint. Le problème, c'est que c'est une unité abstraite. En fait, c'est pas des kilogrammes, c'est pas des jours hommes, c'est pas de l'argent, c'est abstrait parce que le story point, ça permet de mesurer le poids relatif des user stories les unes par rapport aux autres en se basant sur certaines user stories de référence, donc bien souvent les user stories les plus simples qui sont estimées à 1. Bon. Là, ce que je dis, peut-être que vous n'avez pas tout compris parce que ça nécessite plus d'explications. Si jamais vous ne connaissez pas le concept, il faudra que je fasse des slides et tout ça. Mais du coup, alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est pas bon de vouloir comparer les équipes. Alors la première raison, c'est que parce que si on est en story point, eh bien, c'est impossible de comparer les équipes parce que la valeur entre guillemets du story point est différente entre les équipes. Donc une équipe qui fait 10 story points par sprint n'aura pas forcément le même niveau de performance qu'une autre équipe qui fait elle aussi 10 story points par sprint mais qui a des user stories de référence différentes. Bon, je ne vais pas trop expliquer plus parce que ça deviendrait pas très clair, je pense. Bon, en fait, je suis fatigué, quelle heure il est 19h59, donc voilà, après une grosse journée de travail, j'ai un peu de mal à expliquer. Mais donc la première raison, c'est qu'on peut se méprendre sur la nature du story point et vouloir l'utiliser pour comparer les équipes, alors qu'en réalité, ça n'a aucun sens. Donc ensuite, si on n'est pas en story point et en jour homme, bah là, c'est... Voilà, là non plus, on peut pas vraiment estimer parce que... en fait, les jours hommes, ça mesure un temps et pas une quantité de user story produite. Donc on pourrait mesurer le nombre de user story par jour homme, mais les user stories peuvent avoir représenté des fonctionnalités très différentes, de tailles très différentes. Bon. Ensuite, du coup, comparer les équipes, bien souvent c'est impossible. Mais imaginons en réalité, si on voulait vraiment comparer le niveau de performance des équipes, on pourrait. Bon, je ne vais pas expliquer pourquoi, il faudrait faire des calculs compliqués, mais en réalité on pourrait. Mais même si on peut le faire, c'est quand même pas une bonne chose parce que ça fait en sorte qu'il y a un esprit de compétition entre les équipes. En fait, une entreprise, un projet, c'est pas une compétition des membres à l'intérieur de l'entreprise. Bon, même si parfois ça existe, hein, mais même si ça existe, bah, c'est malsain et c'est inefficace. Le but dans une entreprise, c'est que chacun donne le meilleur de soi-même, ou qu'on trouve une organisation où chacun puisse exprimer le meilleur de lui-même ou d'elle-même, de manière à produire le plus par rapport aux objectifs de l'entreprise. On essaie de travailler le plus efficacement possible, d'être le plus efficace, tous collectivement, individuellement. Chaque équipe essaye d'être la plus efficace, et ensuite l'entreprise essaye d'être la plus efficace avec toutes ses équipes. Mais c'est pas une compétition des équipes entre elles, parce que si on en arrive là, ça crée des tas de problèmes qui font qu'en réalité, la performance globale de l'entreprise, si on met les gens en compétition, va s'effondrer, il va y avoir plein de problèmes. Donc normalement, dans une équipe, tout le monde
Et même dans une entreprise, tout le monde est entre guillemets dans le même bateau et donc doit travailler ensemble et de ne pas forcément essayer d'entrer en compétition, de se mesurer. Voilà, donc c'est pas très sain. Et voilà. Donc c'était ma réponse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors les estimations, c'est vraiment un sujet passionnant. J'aimerais bien refaire d'autres vidéos dessus et il y aura toute une playlist, comme je vous ai dit, sur la chaîne. Mais je n'aurai pas le temps de le faire cette année, je pense. Donc bon, on en reparlera certainement plus tard, mais voilà, il faudra être patient. Et bien, en attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.